Les enfants sont, selon moi, le plus grand enseignant quant à l'art de vivre dans le moment présent. Donc, il y a quelque chose de très admirable duquel on peut s'inspirer. On peut, au travers eux, réapprendre c'est quoi être dans le moment présent, se donner le droit à la spontanéité dans le moment, l'imaginaire, la capacité à vraiment être purement là, en faisant abstraction du jugement, de l'ego, des inquiétudes. Salut les curieuses et les curieux. Je suis toujours en compagnie d'Isabelle Soucy. Dans cette deuxième partie, j'ai décidé d'axer notre rendez-vous autour du stress lié à la parentalité. Et je le fais pour une raison précise, c'est que je suis concerné. En effet, je vais bientôt être papa pour la première fois. Et je le suis déjà un peu, mais pas complètement. Enfin, c'est compliqué. Attendre un premier enfant est un moment d'une banalité sans nom à l'échelle de l'humanité. Des milliards de personnes ont déjà eu cette expérience, mais d'un point de vue personnel, c'est un tremblement de terre, une expérience incroyable. Je profite du fait que ce sujet soit brûlant d'actualité pour moi pour aborder cet aspect-là du stress avec Isabelle, qui est maman de son côté et qui l'a été très récemment. Je ne sais pas si c'était la première ou la deuxième fois, mais je crois que c'était la deuxième, on en parlera juste après. Et qui a donc la connaissance théorique et pratique du sujet du stress lié au fait d'être parent. Lorsque l'on devient parent, il existe une confusion entre l'enfant et ses parents, car il ne sait pas où il finit et où ses parents commencent. Mais j'ai comme l'impression, et donc du coup je suis pas encore dans la situation, mais j'ai l'impression que ce phénomène est aussi vrai dans l'autre sens. Et qu'être parent, c'est aussi, dans un premier temps, ne pas vraiment savoir où l'on finit et où l'enfant commence. Comment ça sonne pour toi, Isabelle, ce que je viens de dire ? Premièrement, toutes mes félicitations. Je l'ai déjà dit, mais c'est pour moi pertinent de le répéter. C'est effectivement une grande étape. J'aime l'image du tremblement de terre parce que ça vient modifier beaucoup de paramètres dans notre vie, dans notre identité, dans la routine du quotidien, dans la multiplicité des sources de stress qui s'ajoutent, mais aussi dans le sens, la profondeur que ça apporte. C'est vraiment, tu l'as bien dit, c'est quelque chose de très banal, mais pour moi, j'oserais dire, miraculeux, du moins pour ma façon de le concevoir. Alors, toutes mes félicitations. Et après cette intro, j'ai oublié la question, en fait, si tu me permets de répéter. Oui, bien sûr. Je me disais, c'est comme s'il n'y avait pas vraiment de frontière. En fait, cette frontière, au départ, elle est pas clairement établie entre le parent et l'enfant. Et on a plutôt tendance à en entendre parler du fait que l'enfant, il n'a pas encore la conscience d'être un être à part entière et donc du coup d'avoir un corps qui se termine, qui commence, etc. Mais j'ai l'impression que c'est vrai aussi de l'autre côté. Il y a comme une sorte de porosité, de confusion entre soi et son enfant. J'ai l'impression que par moments, on entend des mères réagir comme si c'était elles qui venaient de tomber du toboggan, ou tu vois. Tout à fait. Et dans les deux sens, donc pour parler de la fusion, je dirais, de l'enfant envers le parent, il y a un terme ou un concept de plus en plus évoqué en parentalité qui est la notion du 4e trimestre. Dans les 3 premiers trimestres, le bébé le passe dans le ventre de la mère. Et dans le 4e trimestre, donc les 3 mois qui suivent l'accouchement, là, je ne suis pas experte là nécessairement dans toute la neuroscience, la biologie de la naissance et de la parentalité dans cette phase-là, mais dans ce qui ayant un fort intérêt pour le sujet, de ce que j'ai compris de ce 4e trimestre-là, c'est que le bébé, dans un monde idéal, aurait passé ce temps-là dans le ventre de la mère pour terminer son processus de croissance. On le voit juste au niveau du système digestif qui est très immature jusqu'à au minimum 3 mois, même 6 mois après la naissance. Mais que naturellement, biologiquement, l'humain ne serait pas capable de porter ou de donner naissance à un enfant de rendu là, probablement 15-20 livres, ça serait trop important. Donc, il y a effectivement
confusion-là, dans cette étape-là où l'enfant se sent très lié aux parents, a des besoins encore beaucoup de proximité, des besoins de base, d'affection, chaleur humaine. On entend beaucoup parler de l'importance du pot à pot, par exemple. Donc, il y a ce volet-là. Et au niveau du parent, ben il y a le terme que j'entends également de plus en plus, qui est le concept de matrescence et j'oserais dire de patrescence, qui est la naissance de la mère, la naissance du père dans ce rôle-là, parce que c'est quelque chose qui est totalement nouveau, hein, c'est un peu une forme de redéfinition de l'identité, donc matrescence pour maternité et adolescence, hein, comme dans cette phase identitaire-là qu'on a connue à l'adolescence, on la revit en quelque sorte en devenant parent. Quel type de parent est-ce qu'on a envie d'être? Comment est-ce qu'on réagit aussi à cet être humain qui vient au monde et qui a son propre tempérament, sa propre personnalité, ses propres besoins, qui devient central aussi. Donc, je suis tout à fait d'accord qu'il y a effectivement cette confusion-là dans les deux sens. Ouais, et quand tu évoques en fait comment dire, ce 4e trimestre avec le fait que le bébé aurait aimé rester dans le ventre plus longtemps, je me demande si, est-ce qu'à ta connaissance, ça a une utilité en fait que le bébé, est-ce que ça sert par exemple à resserrer les liens que les parents dans cet état immature, alors pas du système digestif, hein, n'allons pas jusque là, c'est pas ça qui va sceller les liens à proprement parler, mais le fait que l'enfant soit complètement dans une impossibilité de subvenir à ses propres besoins de plein de manières différentes, est-ce que ça ne scelle pas comment dire, la rencontre de façon indélébile parce qu'il a tellement besoin de nous que du coup on n'oubliera jamais ce moment, il y a quelque chose de très fort qui s'imprime à ce moment-là, et que si jamais il était déjà en train de dire bon bah c'est bon, alors je prends mon attaché case, j'ai rendez-vous à 18h, ce serait peut-être moins sympa. Oh, je suis convaincue, oui, absolument, tout à fait. Je pense que ça vient activer en nous le côté protecteur, la mission personnelle qu'on se donne de tout faire pour que l'enfant aille qui ait ses besoins de base répondus. Il y a un attachement qui se nourrit, l'attachement parent-enfant. On souhaite le développement d'un attachement sécurisé qui s'installe lorsque la majorité du temps, lorsque l'enfant manifeste un besoin, il y a une réponse adéquate dans un temps relativement court. Donc, oui, il y a un attachement qui s'installe. Alors qu'on voit des animaux la majorité des animaux viennent au monde et qui, dans les minutes qui suivent la naissance, peuvent déjà marcher, peuvent déjà se déplacer. Donc, il y a déjà une certaine autonomie. Là, je dis pas qu'il n'y a pas un attachement entre le parent et l'enfant pour autant. Là, ça, je le sais pas. Je suis pas mal convaincue qu'il y a un certain degré, un bon degré d'attachement au niveau animal aussi. Mais effectivement que il y a quelque chose qui se développe dans les premiers temps. Il y en a qui vont ressentir à la naissance un coup de foudre envers le bébé, comme quelque chose de très puissant, mais ce serait un mythe de croire que ça arrive à tout coup aussi. Il y a quelque chose qui se développe, qui se nourrit. On apprend à apprivoiser cette petite être vivant, tout comme il apprend à nous apprivoiser aussi. Et la vie se façonne un peu, je dirais, dans ses premiers mois, comme dans un cocon familial qui apprend à se connaître, qui apprend à se développer, c'est ça, en fait, l'attachement se fait à tous les niveaux, hein, une forme d'attachement du papa, ben là je dis papa dans ton cas, mais bon, du partenaire, l'autre parent et la personne qui a porté l'enfant. Donc, tout ça se définit au fil du temps et c'est bien fait parce qu'effectivement, il y a une dépendance absolue de l'enfant envers ses parents dans les premiers temps et tu avais raison, j'en ai 2, donc j'ai une grande fille de 5 ans aujourd'hui, puis un tout petit bébé de 7 mois. Et on voit la différence au niveau de
ma grande qui est déjà dans une phase d'individualisation, qui cherche à incarner son autonomie, qui est beaucoup plus dans un intérêt envers la socialisation avec des amis. Et donc, naturellement, dans l'évolution, de par le fait qu'elle est moins en dépendance à nous, il y a une certaine forme de différenciation et on le sent au fil des étapes qu'en tant que parent aussi, on sent, j'ai plus d'espace tout d'un coup pour moi commencer à m'intéresser à nouveau à mes intérêts, mes loisirs. On se sent peut-être plus prêt à reprendre le travail éventuellement. Donc, il y a quelque chose d'organique aussi qui se fait dans ce processus-là, qui est intéressant. Super. Tu sais, justement, dans les minutes qui nous restent, moi, je suis partagé entre, justement, alors la majorité des gens, ils sont déjà parents donc ils connaissent le stress qui est lié à la parentalité active, mais je peux pas m'empêcher d'être un peu autocentré et de penser à ce moment assez particulier que je suis en train de vivre à titre personnel en plus, en disant ça fait très peu de temps que je me suis réuni d'une certaine façon. Si tu veux, ça fait très peu de temps que je considère être un ami pour moi-même. Ça fait quelques années, tu vois, ça fait une dizaine d'années, mais sur une existence de 40 ans, finalement, ça fait un quart du temps que j'ai passé à être ami avec moi et tout le reste où j'ai passé beaucoup de temps à pas pouvoir me blairer. Et donc, du coup, je commence tout juste, tu sais, à cet équilibre-là de moi à moi, il commence à être efficient, il s'est consolidé, il est bon, je suis content parce que tout le monde ne s'offre pas ça et je suis vraiment très heureux d'être arrivé à construire ça avec moi. Et je sais que tout va voler en éclats. Et donc mon stress, il est lié à ça, c'est de découvrir. Je sais que ça va être heureux en dernière analyse, mais là, je suis en train il y a rien de concret, et je sais que mon équilibre là, il va se prendre une espèce de tarte, quelque chose de rare. Du coup, j'ai peur pour le confort que j'avais réussi tant bien que mal à mettre en place, tu vois. Ce qui est tout à fait normal, tout à fait humain. Je compatise, sympathise avec ces anxiétés-là et je reprends à nouveau la recherche de Sonia Lupien qui a regroupé toutes les sources de stress en 4 facteurs clés avec son acronyme CINE, donc le C qui correspond au manque de contrôle, hein, le sentiment d'impuissance face à une situation. La grossesse, tout ce processus-là, je dirais même la conception, c'est un processus qui est complètement hors de notre contrôle. Ça se fait, en fait, on voudrait contrôler, et parfois on tente de le contrôler avec des interventions médicales et tout, mais même avec tout ça, on n'a pas de garantie de résultat. On ne sait pas avec la grossesse comment ça va évoluer, est-ce que tout va bien se passer jusqu'à la fin, à quel moment est-ce que on va accoucher, etc., comment va se passer la naissance et après ça, la parentalité, les premiers moments. Donc, déjà, juste dans ce facteur de stress-là, il y en a une multitude lorsqu'on se retrouve dans cette situation. Ensuite, le I pour l'imprévisibilité. Encore là, quand je disais on ne sait pas comment tout va évoluer, on se lance dans un bain complètement dans un néant d'incertitude, donc l'imprévisibilité, encore là, les sources de stress sont multiples. Le N qui correspond à la nouveauté, donc on se lance dans quelque chose de nouveau, et même si on est parent pour une 2e fois, 3e fois, 4e, 10e fois, ben ça va être nouveau parce que les circonstances sont différentes. On ajoute tout de même un membre de la famille à une dynamique qui s'est déjà établie avec le temps. On a une personne qui va arriver avec son propre tempérament, sa propre personnalité, et ça, on le voit. Mes enfants sont un exemple, les mêmes parents, mais les profils complètement différents. Et le E, qui est le E accent aigu, qui parle de ego menacé. Je ferais peut-être le lien ici avec l'identité. Donc, l'identité change notre perception de qui on est, comment est-ce qu'on va se définir, on va être qui comme parent, donc, il y a ça aussi en fait, ce processus-là, c'est tout pour dire que tous les facteurs sont en place pour qu'on vive du stress dans les circonstances et ça correspond aux 4 grandes catégories de stress que la chercheure Sonia Lupien a identifiées là, il y a quelques années. Donc, c'est tout à fait normal de ressentir, autant pour toi, ta conjointe, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais c'est tout à fait juste ce que tu dis et je vais faire une petite parenthèse parce que vraiment en fait on mène des vies actuellement où il y a beaucoup quand même
Comment je vais tourner ça? En gros, on est aux manettes, en tout cas, on se le fait croire à coup de volonté. Donc, c'est parce qu'on a fait un truc, on est dans la causalité. C'est parce que j'ai dit ça qu'il s'est passé ça, c'est parce que j'ai fait ça qu'il s'est passé ça, etc. Donc, soit on va l'habiller avec de la culpabilité, soit on va l'habiller avec de la fierté, soit, enfin, exactement toutes les possibilités qui sont disponibles et qu'on connaît tous très bien dans notre rapport à nous et au monde. On fait une relation de causalité. Alors que là, j'ai retrouvé justement quelque chose qui finalement se vit assez peu, c'est-à-dire que ma compagne, elle est enceinte, il y a quelque chose de merveilleux qui se passe à l'intérieur d'elle, et avec de la volonté, elle peut rien faire. C'est particulièrement percutant en fait de voir ça. Moi, je lui ai dit, là, t'es déjà en train de bosser et t'as rien à faire. En fait, elle était limite frustrée de rien pouvoir faire avec sa volonté à cet endroit-là. Elle savait pas où mettre sa volonté. Alors du coup, je trouvais ça vraiment un cas d'école d'un moment où on aimerait quand même pouvoir impacter le truc avec ce qu'on a décidé et tout. Il y a rien qui peut être fait, mis à part manger correctement et dormir correctement, puis voilà quoi. Ce qui pour moi vient chercher le côté très miraculeux du processus, hein. Ça se fait au-delà de notre volonté, ça se fait à un niveau totalement inconscient. C'est l'intelligence du corps, de deux corps unis ou plus si on attend plus d'un enfant, mais qui s'unissent ensemble et qui vont créer la vie. Et donc, effectivement, c'est quelque chose de très miraculeux. Et j'avais une autre pensée par rapport à ce qu'on venait tout juste d'aborder que je trouvais pertinente à... Ah oui, en fait, tout ça, je trouve, quand tu parles d'école de la vie, est-ce que ça nous prépare pas parfaitement au travail de lâcher prise qu'on aura à faire tout le processus en tant que parent à différents niveaux, de différentes façons. Donc déjà là, je pense ça nous place dans une position où on se doit de lâcher prise, autre que de faire effectivement avoir les bonnes pratiques saines d'hygiène de vie pour optimiser l'échange, que tout aille bien. Mais le reste, on lâche prise, on essaie de faire confiance du mieux qu'on peut, et c'est ce qu'on aura à faire en tant que parent dans différentes situations plus tard aussi. En fait, ça nous branche sur une dimension qui est plus grande que notre volonté et notre envie d'impacter ou de tordre le réel pour qu'il corresponde à ce qu'on veut. Là, on est branché sur un autre niveau, à une autre échelle. Et du coup, je me disais, est-ce que c'est ça, en fait, le remède au stress, finalement, lié à la parentalité, j'entends, c'est la confiance, c'est la foi presque? Je suis certaine que ça en fait partie, d'avoir confiance en son corps. Je le conseille souvent à mes clients dans cette situation-là, qui appréhendent, par exemple, l'accouchement, la naissance, mais d'avoir confiance que le corps, c'est fascinant pour l'avoir traversé 2 fois, sans anesthésie. Le corps, quand c'est le temps d'expulser le bébé, ce n'est pas une volonté, c'est pas quelqu'un qui décide, OK, c'est là que ça se passe, c'est pas la tête qui décide, OK, je me sens enfin prête, j'y vais. C'est le corps qui se met tout simplement à pousser. Ça se fait à un autre niveau et ça devient fascinant d'être observateur de ce phénomène-là, d'avoir on est très investi dans le processus, mais d'avoir aussi le regard externe de fascination. Oh, mon Dieu, il y a quelque chose qui se passe à un tout autre niveau que dans l'intellect, que du vouloir. Et donc, à toutes les étapes de la grossesse aussi, c'est ce qui se produit. Donc, je crois qu'effectivement, d'avoir confiance que ce soit simplement en son corps, ou d'avoir confiance, si ça aide les gens, d'avoir confiance en quelque chose de plus grand que soi aussi, ça peut certainement aider à apaiser une partie de stress. Je me posais la question justement, parce que je me dis, c'est la première question que j'ai écrite, c'est: le stress est-il héréditaire? En fait, le stress, quand on parle de stress, parce qu'on confond beaucoup de choses, hein, donc on a stress, on va parler de source de stress. Ça, il n'y a rien d'héréditaire en soi, parce que bon, les sources de stress sont multiples, sont beaucoup dans notre environnement, dans notre quotidien. On a la réaction de stress, donc la réaction très physiologique, et ça, effectivement, que peut-être, en fait, on peut avoir un plus haut degré de sensibilité ou un plus bas degré de sensibilité
dans nos réactions de stress. Certaines personnes vont réagir peut-être plus fort, les symptômes sont peut-être plus prononcés. Et bien ensuite, ce qui peut aussi être une interaction entre la génétique et l'environnement, c'est la notion d'anxiété. Donc, à quel point est-ce que au niveau cognitif, on roule des inquiétudes? Est-ce qu'on est dans l'appréhension? Est-ce qu'on a tendance à élaborer des scénarios anxiogènes, des scénarios catastrophiques? Donc ça, il y a une part d'hérédité, effectivement, dans certains cas, mais c'est pas non plus... c'est pas tranché, on hérite, dans 100% des cas, on hérite ça de nos parents. Il y a vraiment une interaction entre la génétique et l'environnement aussi, et le mode de vie on va adopter au fil du temps, les pratiques qu'on met en place, les méthodes qu'on va développer pour gérer le stress qui nous aident à développer une résilience au stress avec le temps également. Donc, Tu m'as dit donc du coup que tu étais maman pour la deuxième fois depuis très peu de temps. Qu'est-ce qui, dans cette relation avec ton dernier enfant, qu'est-ce qui s'apparente à du stress pour toi dont tu ne sais pas quoi faire? Oh mon Dieu! Récemment, c'était le sommeil, le manque de sommeil. Je dirais que, mon Dieu, quelle bonne question. Au niveau du stress, il y a eu du stress à plusieurs étapes, en fait, pour tout plein de raisons, parce que de composer avec le rythme de vie change, de passer de 3 à 4, ça change, le temps. J'ai l'impression que le temps, pour moi, me glisse entre les doigts beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Donc, ça a été quelque chose que je me suis retrouvée à réadapter, modifier, moduler mes attentes dans qu'est-ce que je peux accomplir dans une journée, quelles sont mes priorités aussi, notamment parce que la priorité reste pour moi de prendre soin de moi, me ménager au maximum, mais la priorité, c'est de prendre soin de mon bébé, de la journée. Donc, ça a été pour moi un grand travail de lâcher prise de beaucoup de choses. Là. Ce que je pensais être capable de réaliser pendant mon arrêt avec mon bébé, j'en fais... je sais même pas si j'en fais le quart finalement, mais c'est correct aussi. Je pense que d'être capable de faire la paix avec ça, de se rappeler que tout passe, tout change constamment. Donc, ce qui me paraît peut-être difficile aujourd'hui, les paramètres peuvent être complètement différents, même la semaine prochaine, même demain. Donc, ça, c'est quelque chose que je t'invite à retenir, toi et ta compagne. Tout passe, tout change. Et donc, je sais pas s'il y a un stress plus grand que les autres, comme je mentionne, à chaque tranche d'étape, il y a eu des stress différents. On les rencontre un à la fois. On essaie de former une équipe aussi, ça l'aide grandement, dialoguer, profiter de l'entraide aussi autour, hein, quand on dit que ça prend un village, élever un enfant, ben je suis convaincue que ça prend un village. Donc, si on a accès à des proches ou se développer un réseau de soutien, utiliser aussi des ressources communautaires, peu importe là, qui sont autour de nous, ça va grandement aider. Je sais pas si ça répond ou si tu cherchais quelque chose de plus précis ou... Comme je le dis très régulièrement sur cette chaîne, moi, c'est les réponses de mes invités qui m'intéressent. Donc, du coup, ça me va. Quoi que tu dises, quoi que ça t'évoque, ça me parle. Je suis en train de te parler à toi, donc du coup, ta réponse m'ira. Et puis, si j'ai besoin d'aller plus loin, ce que je vais faire d'ailleurs, parce que je me disais, dans le vocabulaire que tu utilises, en fait, il y a cette conscience que tu vas rencontrer quelqu'un. Et je pense que une partie du stress possible, c'est de ne pas avoir cette notion-là. Parce que cette notion de je vais rencontrer quelqu'un, elle met une distance, elle met une distance qui permet la rencontre. Alors que sinon, c'est la fusion. Et la fusion, elle va faire qu'on aura l'impression d'être responsable d'absolument tout ce qui va se passer sur ce visage, tout ce que ce corps va ressentir, et donc on va se sentir responsable de tout, et donc il y aura plus d'espace pour rencontrer quelqu'un puisqu'on est convaincu d'être un peu cette personne tout en ne l'étant pas. Enfin, c'est insoluble ce truc-là. Alors que là, dans le vocabulaire que tu utilises, j'entends la conscience que tu as de rencontrer quelqu'un et puis de devoir... j'en prends bonne note. Alors attends, t'es comme ça. Ok. Oui, puis je dis ça, mais la fusion, je veux dire, je l'ai grandement ressenti. J'entendais récemment...
quelqu'un mentionnait, c'est une petite courte vidéo que j'ai vue passer, que j'ai trouvé bien intéressante, qui mentionnait que, bon, je vais parler très stéréotypé, un couple, pour simplifier, je vais parler de maman et papa, là, mais ça peut être n'importe quel partenaire, peu importe le sexe, le genre, l'identité, peu importe. La personne qui porte, donc la maman, dans ce cas, je vais prendre ton exemple. Donc, la maman aura porté le bébé, donc naturellement, elle est déjà en fusion avec le bébé. Peut-être qu'elle le ressent déjà d'une certaine façon, cette fusion-là se maintient dans le temps. Par la suite. Et la vidéo, ce qu'elle mentionnait, c'était que le rôle de la maman, c'est de faciliter l'attachement. Et le rôle du papa, dans ton exemple, serait de faciliter la séparation. Donc, bon, naturellement que les deux parents sont essentiels pour bâtir un attachement sécurisé, mais il y a aussi l'autre parent qui a un rôle de faciliter un peu un petit détachement de cette fusion-là, parce qu'éventuellement, le bébé a besoin d'apprendre à dormir tout seul, à faire certaines choses tout seul, à ne pas tout le temps être dans les bras d'un parent et au fil de sa vie en général, il y a ce besoin-là d'individualisation, d'autonomie qui se doit d'être développé. Donc, tout ça pour amener à l'idée que quand je parle de rencontre d'un être humain, en fait, personnellement, dans notre duo à nous, j'étais souvent en réaction et effectivement beaucoup plus dans cette prise de responsabilité-là de le bébé pleure, je dois à tout prix être déjà dans l'action des solutions possibles. Et c'est mon conjoint qui était capable de prendre un recul et dire, attends, on va l'observer. On va apprendre à discerner son langage. Qu'est-ce qu'il est en train de communiquer? Comment? Et c'est, en fait, je dirais que dans cette rencontre-là avec l'individu, c'est un peu ça l'image de, OK, on va l'observer dans quels sont ses besoins et pas tout le temps être dans la réaction, l'impulsivité, parce que les besoins vont être différents nécessairement. Puis des fois, nous, en tant qu'adultes, en tant que parents, on peut projeter nos propres impressions de, ça doit être ça, il doit avoir ci, il doit avoir ça. Mais si on l'observe, si on essaie de décoder son langage, si on essaie de l'apprivoiser et lui laisser le temps de nous apprivoiser, ça devient, je pense que ça facilite l'attachement sécurisant au fil du temps aussi. Mais justement, est-ce que l'hypervigilance, selon toi, parce qu'on peut la développer sans être parent, hein, je le sais, mais est-ce que l'hypervigilance comme rapport à son enfant, comme dans le rapport à soi-même, finalement ma question elle va pour les deux, je crois, est-ce que c'est le meilleur moyen de prendre soin de soi ou de son enfant, ce rapport d'hypervigilance? Qu'est-ce que ça veut dire? Si je saisis, en fait, j'amènerais la notion de vigilance qui est importante. Et c'est important d'avoir cette vigilance-là, d'être conscient, de ne pas prendre à la légère nécessairement bon, OK, il est au monde, il est autonome, il peut faire ses choses et pas besoin de réagir à ses demandes. Mais l'hypervigilance, est-ce que je comprends que ça vient avec une connotation peut-être justement excessive d'anxiété, d'être trop réactif, trop vite ou... L'hypervigilance, ce serait en fait de vouloir assurer toutes les interactions. Quand c'est dans le rapport à soi, l'hypervigilance, c'est apprendre le code d'un monde qui n'est pas le sien pour être sûr qu'on ne sera pas rejeté par ce monde-là. Et puis dans la parentalité, je sous-entendrais plutôt le fait d'être hypervigilant, c'est-à-dire qu'à chaque fois que l'enfant fait un pas, il faudrait qu'on soit en dessous pour qu'il puisse marcher dessus, quoi. Et un truc comme ça où j'avais cette image qui me traversait en séance tout à l'heure du somnambule, tu sais. Dans les dessins animés, je sais pas, Tom et Jerry et Tex Avery, il y avait souvent la figure du somnambule qu'il faut pas réveiller, et donc il y a un personnage du dessin animé qui passe son temps à ouvrir les portes, à enlever les chaises, etc., etc. Et j'avais une pensée je me disais, être parent, c'est presque à des moments ça peut donner envie de faire ça, quoi. Je vais pas le réveiller, alors que finalement c'est ce qu'il faut qu'il fasse au bout d'un moment. Absolument. Ben oui, c'est tellement une belle image. Puis c'est ça, si on est dans cette hyper-vigilance-là, selon cette définition-là, ben on risque de devenir des parents hélicoptères qu'on appelle ici. Je sais pas si vous avez ce terme-là en Europe, Non. mais l'idée de parent qui est toujours, qui veut à tout prix éviter que son enfant se blesse ou fasse des erreurs, donc qui est très, très, très envahissant finalement dans le développement de l'enfant et l'empêche de faire des erreurs. Et si on l'empêche de se blesser, on l'empêche de faire des erreurs, si on est toujours en arrière pour le protéger,
ne développera pas sa propre résilience, sa propre tolérance aux inconforts, au stress, n'apprendra pas non plus à bien cerner les risques, les réels dangers versus les dangers qu'on peut se permettre peut-être de prendre, les risques qu'on peut se permettre de prendre. Donc, d'être trop couvent, ça va avoir des impacts négatifs aussi dans le développement de l'enfant. Et un des besoins de base fondamentaux de l'enfant, peut-être pas à 2-3 mois, là, mais plus tard, plus qu'il grandisse, c'est ce besoin de développement de l'autonomie. Alors, c'est d'avoir un peu le dosage adéquat pour notre enfant, dosage adéquat dans les circonstances et d'adapter ce dosage au fil des stades de développement de l'enfant. Ben, merci pour ta réponse. J'évoquais au départ de cet échange sur la parentalité le fait qu'il existe, je crois, une porosité entre le parent et l'enfant et non pas que l'inverse. Et je me dis, à certains égards, on a pu le constater auprès de nos entourages respectifs, j'imagine, il y a toujours des gens qui ont été vécus en tant qu'enfants par leurs parents comme des extensions de ces parents-là. Fais ce que j'aurais voulu faire de ma vie, dis ce que j'aurais voulu dire, vis ce que j'aurais voulu vivre. Et à ce moment-là, c'est justement cette porosité qui n'est pas en fait refermée, et ça donne presque l'image, tu sais, de la ventriloquie d'une certaine façon. Et là, il y a énormément de stress qui va comme s'implanter à l'intérieur de l'enfant qui ne peut pas s'individuer, qui ne peut pas vivre sa personnalité. Comment c'est pour toi quand je l'évoque un peu comme ça? Oui, tout à fait. Mais en fait, je trouve ça, oui, ça existe effectivement. Les parents qui ont ces attentes-là, je trouve ça triste. En fait, je trouve ça triste pour l'enfant pour déjà imposer un certain cadre, imposer des attentes dès la naissance par rapport à que deviendra cet être humain, plutôt que de créer des conditions favorables à ce que cet individu-là puisse avoir du plaisir à découvrir qui il est, ce qu'il a envie d'être et qu'est-ce qui l'anime dans sa vie, quelle direction il a envie de prendre. Donc, je trouve qu'effectivement, de faire attention à ces attentes-là, c'est juste. Et je reviens encore à la conscience de nos propres besoins en tant que parents, nos propres attentes en tant que parents et comment est-ce que ça peut se répercuter chez l'enfant. Si on en est conscient, déjà, on peut peut-être être moins dans la réaction à ces attentes-là et moins les imposer et peut-être essayer de créer un contexte favorable à ce que l'enfant se sente libre d'explorer au maximum, tout en créant le contexte pour qu'il soit en sécurité et l'encadrement nécessaire, mais sans être dans une surprotection ou d'imposer effectivement une vie qui est pas la leur. Si je comprends bien, on en revient... on est reparti sur le balancier. Tout à fait. Ok. Des questions qui sont basiques, mais écoute, je te les pose quand même parce que je pense qu'elles ont beau être basiques, elles sont pas anodines. Comment faire face à la peur de reproduire l'éducation qu'on a reçue dans ses mauvais côtés? En fait, j'ai l'impression que je vais être hyper attentif à ça, malgré moi, parce que je sais que c'est un piège, finalement, qu'il y a comment dire, c'est à moi que c'est arrivé, c'est à personne d'autre. Donc du coup, le fait d'avoir peur de ce truc-là, ça le fait exister. Il y a un truc comme ça. Ouais, d'en être conscient. Je crois que si on est inconscient de ce qui nous a blessés, ce qui nous a affectés négativement dans notre vie, dans notre développement, on tombe dans les automatismes et là, on est plus porté à recréer, reproduire. Si on en est conscient, on peut déjà envisager comment est-ce qu'on souhaiterait agir dans un monde idéal. Ça ne veut pas dire qu'on va agir comme ça à tout coup. Par contre, on va être aussi conscient plus facilement des fois où, OK, là, j'ai agi de la façon qui m'est familière.
j'ai reproduit ce que j'ai connu. Maintenant, comment est-ce que je peux réparer? Est-ce que je peux revenir sur la situation avec mon enfant bon, quand ils sont plus vieux et en âge de comprendre? Ou est-ce que je peux déjà mettre des choses en place pour éviter que ça se reproduise dans l'avenir? Et donc, pour moi, la conscience, c'est vraiment essentiel. Au besoin aussi de ne pas avoir, ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide, du soutien pour nous outiller dans ce rôle de parent ou pour travailler sur ces blessures-là, ces enjeux-là, ces schémas, peu importe. Donc, de l'aide psychologique, sociale, psychosociale. Des intervenants qualifiés également, des gens ou même juste des proches dans notre entourage qui ont de l'expérience de vie en tant que parents, ça peut être grandement aidant aussi. Ouais, j'ai l'impression en fait que ça répond presque à la question que j'avais à te poser juste après, mais je te la pose quand même parce que je pense qu'une partie de la réponse a déjà été donnée juste à l'instant. C'est comment laisser son enfant expérimenter le monde quand on a peur pour lui. Il y a plein de choses où on va limiter sa liberté par peur qu'il lui arrive un truc grave et qu'on soit des mauvais parents. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça souvent dans les comportements que je vois autour de moi. Et je pense pas que je vais faire exception en plus, tu vois. Mm-hmm. Et je pense que encore là, ça revient à se questionner quels sont les réels, les dangers réels et évaluer la gravité aussi. Il y a des expériences, je pense que les enfants apprennent beaucoup par l'expérience. Et il y a certaines petites expériences que c'est correct s'ils font une erreur, s'ils ont des conséquences. Je pense à, s'ils ne s'appliquent pas dans un devoir à l'école et qu'ils se font, peut-être il y a une petite conséquence à l'école, ils ont pas le privilège que les autres ont pour l'avoir accompli ou peu importe, ben c'est peut-être une conséquence naturelle que c'est correct qu'ils vivent, qu'ils traversent. C'est quelque chose à apprendre dans cette expérience-là. Donc, d'être le parent en arrière qui veut à tout prix convaincre le professeur de traiter son enfant, c'est d'offrir le même privilège à l'enfant, même s'il n'a pas fait le travail qui était nécessaire. Je suis pas certaine qu'au long cours, c'est positif. En fait, je suis pas mal convaincue qu'au long cours, ça va être plus négatif parce que l'enfant n'apprendra pas à anticiper les conséquences naturelles de ses gestes, va plutôt apprendre qu'il y a tout le temps quelqu'un derrière moi pour me défendre ou pour rectifier la situation, puis je ne suis jamais dans le tort ou je devrais jamais, moi, me questionner sur mes actions. Donc, c'est ça, c'est vraiment, et puis là, c'est tout un processus complexe de naviguer dans ces questionnements-là de qu'est-ce qui est sain, où est-ce qu'on intervient, où est-ce qu'on laisse l'enfant faire ses propres apprentissages? Question de base, je pense, est-ce que l'enfant va être en sécurité? C'est essentiel. Est-ce que ça pose un risque à son intégrité physique ou psychologique? Évidemment que ces circonstances-là, on veut les encadrer, on veut les protéger. Mais les autres expériences de vie plus où il y a des conséquences naturelles qui sont avec un degré de gravité léger, je pense que c'est important aussi de leur laisser l'espace de les vivre, d'apprendre à tolérer les échecs et de recadrer les échecs comme des expériences d'apprentissage. Donc, j'aime moins utiliser le terme échec comme accélérateur de croissance. Donc, on peut s'en servir pour apprendre, grandir, développer des stratégies pour passer au travers. Ce serait la réponse spontanée qui me vient à l'esprit. J'entends ta réponse et je te remercie et je sais que, alors après c'est peut-être des clichés, mais les clichés parfois sont tirés de choses qui sont plus vraies que ce qu'on pense. Culturellement, vous avez cette culture justement anglo-saxonne qui est pas loin et qui inclut l'échec comme tu viens de l'énoncer. Et nous, de notre côté de l'Atlantique, on peine avec ça. On n'y arrive pas du tout. On n'y arrive pas. Les échecs, c'est des échecs. Et on est là, on a la tête dure. On veut pas inclure ça dans un processus d'apprentissage. On est bête. Mais bref. Ce qui me venait, c'est que, en fait, t'es pas du tout allé dans la direction que j'attendais. C'est très drôle et ça m'a fait réaliser que j'avais pas du tout anticipé ça. J'étais plutôt, tu sais, t'es au parc et ton enfant, il veut grimper à un arbre. Et là, toi, t'as peur pour lui et tu lui dis non, et il essaiera pas de grimper à l'arbre, tu vois. Et j'avais écouté quelqu'un que j'apprécie dans justement les témoignages longs, qui s'appelle André Stern, que tu connais peut-être, je sais pas. André Stern, en fait, je vais pas, peut-être que je vais l'inviter sur cette chaîne prochainement, je sais pas s'il acceptera, mais en tout cas, il disait, mais moi, quand je me rends compte que j'ai peur pour mon enfant et que j'ai peur pour lui, je vais juste
trouver quelqu'un qui a pas peur pour lui à cet endroit-là. Donc si j'ai peur qu'il grimpe aux arbres, je vais lui faire l'expérience de grimper aux arbres avec son oncle qui a pas peur pour lui, qui va plutôt lui dire allez vas-y, et donc il aura un adulte sécurisant qui pense qu'il va y arriver, plutôt que d'avoir un adulte en bas de l'arbre qui fait oh là là, et qui est en train de faire une entorse à ce qu'il pense qu'il va se passer, quoi. Non, normalement j'aurais dû l'arrêter avant, et forcément ça donne pas la même couleur au moment en fait d'être regardé avec confiance ou pas, d'être encouragé ou pas. Donc trouver la personne apte à faire cet encouragement. Alors ça demande un emploi du temps extensible, mais je trouvais ça beau comme remarque en fait. Tout à fait. Puis la confiance se bâtit en parallèle avec la confiance de l'enfant, dans le sens ou le développement de l'enfant, au sens où je me souviens les premières fois où justement ma petite grimpe dans quelque chose, que ce soit un module, que ce soit le fauteuil. Au début, on est à côté, on est très présent, on a les bras en place pour d'un coup qu'elle tombe, on la retient. Mais quand ça fait plusieurs fois, on observe que elle est capable de le faire, elle a confiance en ses habiletés, elle prend des risques calculés aussi. Bon, pas à tout coup naturellement, là, ça n'empêche pas qu'il y ait quelques petites chutes au travers, mais il y a aussi ce phénomène-là que pour l'avoir traversé, c'est comme ça, je l'ai vécu. On dirait que on lâche prise en constatant que l'enfant, ses habiletés motrices dans ce cas-ci, mais les habiletés dans le stade de développement de l'enfant évoluent de sorte à ce qu'on n'a pas besoin d'être toujours à côté pour les couver ou les protéger. Donc, il y a ça qui est quand même beau aussi. Quand je dis qu'il y a un processus organique qui se fait, ben, il y a un processus organique dans le lâcher-prise à ce niveau-là aussi. Mais oui, si c'est trop difficile pour un adulte d'avoir ce rôle-là, de dire, OK, ben moi, j'ai peur pour l'enfant. Moi, puis en tant que parent, aussitôt qu'on devient parent, il y a une panoplie, une source illimitée de scénarios catastrophiques qui nous roulent dans l'esprit là, constamment. Donc, on apprend à défusionner, à lâcher prise aussi, donc de ne pas de pas agir sur tous ces scénarios-là qu'on entrevoit. Donc, c'est sûr que quand on voit notre enfant grimper, on le voit tomber sur la tête, on le voit, bon, mais est-ce qu'on peut quand même mettre ça sur, en arrière-plan, être là, à ses côtés, lui dire, ben, ou se dire, moi, j'ai peur, mais j'ai quand même envie que mon enfant vive l'expérience d'essayer. On reste proche. Puis si on n'est pas capable de faire ce rôle-là, effectivement, je trouve que l'idée d'avoir quelqu'un qui peut avoir ce rôle-là, je trouve ça très pertinent, d'autant plus qu'effectivement, on souhaite que l'enfant développe sa confiance. Donc, s'il entend tout le temps un message « Hey, non, c'est dangereux », ben, il peut intérioriser l'idée que « OK, je ne suis pas capable, je n'ai pas les capacités de le faire sans que ce soit dangereux », alors que s'il a quelqu'un d'encourageant à côté, qui assure sa sécurité, va intégrer l'idée de ben, j'ai ces compétences-là et j'ai cette liberté-là de les explorer, de les raffiner, les développer avec le temps. Ok, super. Je vois le temps qui file et je vois toutes les questions que j'aurais envie de te poser. Je suis dans un plaisir mêlé de frustration. Ce qui avait déjà été le cas avec Serge, c'est une spécialité québécoise ou quoi? Du coup, en fait, j'ai envie de te partager ça quand même. J'ai envie de te partager que, en tant qu'enfant, à titre personnel, un des trucs qui m'avait le plus marqué, je crois, c'était le fait que les adultes avaient peur d'être démasqués parce qu'en fait, être adulte, ça voulait pas dire grand-chose et que si je leur enlevais leur costume d'adulte, en fait, ils étaient juste très vulnérables, très tristes et pas foutus de s'aimer. Et donc, du coup, il y avait quelque chose de comme s'il fallait prendre soin de ces adultes et de leur laisser leur certitude, leur masque, leur costume, comme étant vraiment du dur, mais tout en n'y croyant pas vraiment. Et je parle pas que de mes parents en disant ça, vraiment c'est plus général que ça, c'était juste, j'avais l'impression que les adultes c'était une tribu de gens qui avaient pas l'impression, enfin, qui voulaient croire à ces costumes, comme étant durs, quoi. Et du coup, il y avait ce truc-là de leur stress que je percevais, c'est qu'ils avaient peur que je les démasque. Est-ce que c'est quelque chose que tu vis, toi, en tant que maman,
que tes enfants te démasquent dans ce que tu as de plus vulnérable chez toi. Comment tu gères la vulnérabilité face à des enfants qui doivent être aussi préservés d'une certaine forme de lâcher prise, tu vois, je sais pas comment dire, mais de vertige d'une certaine façon. Quelle belle question et observation. Il y a un mouvement, je dirais plus au Québec, peut-être en Amérique du Nord en général, vers une forme de parentalité authentique et bienveillante qui ne veut pas, on parle quand même d'un encadrement ferme et bienveillant, donc on veut pas non plus être que dans la permissivité, il y a un encadrement tout de même, mais j'adore cette notion-là d'authenticité. Et d'authenticité ne veut pas dire que chaque fois qu'on a envie de pleurer, on le fait devant les enfants, mais c'est l'idée de tout de même se montrer humain et imparfait, d'avouer les erreurs, même devant nos enfants, de réfléchir ensemble sur les répercussions, comment est-ce qu'on souhaiterait que ça se passe dans l'avenir, ou comment qu'on aurait souhaité qu'on réagisse, peu importe comment qu'on aurait souhaité réagir dans une situation donnée. Donc, personnellement, je dirais que mon approche est plus teintée de ça, au sens où je prétends pas devant mes enfants être un adulte qui a toutes les réponses ou qui est invulnérable, mais bien, je démontre un modèle d'adulte humain, imparfaite, qui a des émotions. Je les vis des fois devant eux aussi et je trouve que ça laisse place en fait à ce que ma fille, par exemple, puisse déployer sa propre empathie, sa propre sensibilité émotionnelle et elle apprend qu'elle a un pouvoir d'agir aussi. Donc, elle apprend que si elle m'approche, elle me met elle met ses bras autour de moi, qu'elle me dit « Je suis avec toi, maman » ou « Ça va aller, maman » ou c'est correct d'avoir de la peine, c'est une habileté qu'elle va pouvoir utiliser plus tard dans ses relations aussi, au lieu de se sentir impuissant quand quelqu'un autour d'elle vit une émotion forte. Donc, je vois le côté un peu positif. Naturellement que j'aime dire que si on se sent dans un état dépressif ou ce qu'on a besoin de ventiler des émotions de tristesse constamment, de le faire devant les enfants en tout temps, ça risque d'avoir des répercussions plus négatives. Donc, d'aller chercher de l'aide en parallèle qui est nécessaire, mais de démontrer des émotions authentiques, franches, à différents moments de notre quotidien, peu importe, c'est sain, en fait. Je pense que ça leur démontre que eux, plus tard, auront le droit d'être des adultes humains qui font des fois des erreurs, qui essayent du mieux de leurs intentions dans les circonstances et avec les ressources à notre disposition sur le moment, et que lorsqu'on réagit d'une façon qui, après coup, on se dit « j'aurais aimé réagir autrement », je peux récupérer la situation avec la personne concernée, je peux lui faire part de ce que j'ai vécu, de ce que c'est venu activer en moi, et donc d'ouvrir un dialogue de communication bienveillante pour plus tard les aider à devenir des petits humains empathiques et bienveillants aussi et authentiques. Merci pour ta réponse. J'aurais une dernière question à te poser par rapport à tout ça. Après, j'essaierai de faire mes questions en cascade, mais je suis même pas sûr. Bah oui, on peut prendre le temps. Du coup, je me demandais, dans un quotidien qui, de façon assez caricaturale, mais je crois pas très fausse, c'est une suite en fait d'horaires à respecter, de trucs à faire, de priorités par-dessus des priorités, il faut être à l'heure à l'école, au boulot, aux activités, faut dormir, faut se réveiller, faut s'habiller, donc une surstimulation en fait des choses qu'il faut faire. Comment préserver des mouvements, comme tu nous l'indiquais sur la partie précédente, de balancier, vers une homéostasie, une tranquillité, quelque chose de plus posé. Est-ce qu'on est obligé de couper avec ses enfants pour faire des moments où on revient à soi, ou est-ce qu'on peut aussi aménager des moments collectifs de débranchement de l'urgence, d'une certaine façon? J'aimerais dire que c'est un peu des deux. Je crois qu'en tant que parent, c'est important aussi de ne pas se perdre de vue en tant qu'individu. Donc, ça peut être stratégique. Et là, d'y aller en fonction de la réalité de chaque personne, des besoins aussi de chaque personne, mais d'avoir des petits moments, des fois,
pour soi, pour vraiment se recueillir et s'adonner des activités nourrissantes, c'est une très belle façon d'aller chercher l'équilibre. Mais je suis tout à fait d'avis que dans l'idéal, on créerait aussi ces expériences de connexion, de débranchement avec nos jeunes, pour leur montrer comment faire pour plus tard, parce que je suis convaincue que les stimulations ne vont que se multiplier avec le temps. Alors, si on peut leur enseigner ces techniques-là ou leur montrer que, OK, on met la liste de tâches de côté, là, on s'amuse, ou on crée, ou on va en nature, ou on danse, on fait une activité physique quelconque, ou on fait juste être vraiment dans le moment présent. Ça, c'est un beau moment de déconnexion et de reconnexion, finalement, pour mieux reconnecter en profondeur à notre essence et aux personnes qui composent notre quotidien, qui font partie de notre quotidien. Donc, je dirais que ça prend les deux. En tout cas, personnellement, ça prend les deux. Cela dit, le besoin d'être dans ma bulle toute seule était moins grand là, dans les premiers mois suivant la naissance de mes enfants, mais le besoin se manifeste un peu plus tard, où souvent c'est on goûte à une expérience où on est seul avec nous-mêmes, puis on renoue avec les bienfaits, avec à quel point ça fait du bien, donc on a envie de recréer l'expérience. Donc, ça prend selon moi un peu des deux. Je dirais que c'est encore une question de connaître ce qui nous convient dans les circonstances et se donner le droit de mettre de côté la liste de tâches qui est interminable et qui on n'arrivera jamais à bout. Donc, il y a un peu de lâcher prise à faire là-dessus aussi. Là. Oui, il y a du Sisyphe là-dedans, j'ai l'impression. Du coup, ce que je ressentais là, dans ton témoignage de maman, que je perçois à travers ce que tu me partages, et je te remercie. Justement, j'aime bien moi cette autorisation qu'on peut avoir sur cette chaîne. Et quand les gens s'autorisent à être à la fois dans le professionnel et le personnel, c'est ce que je trouve de plus beau, parce que c'est l'endroit où en fait il y a plus de frontières, il y a plus de fragmentation de la personne pour qu'elle garde le contrôle. Il y a juste, voilà, on est en relation avec quand même différentes dimensions en même temps, pas toutes, évidemment. Mm-hmm. Je sentais que, je sais pas pourquoi, j'ai reçu comme si le fait d'être devenue maman, ça t'avait fait grandir à la fois en tant qu'adulte et en tant qu'enfant. Est-ce que c'est vrai? Absolument. Absolument. Okay. Oui, tout à fait. Ça nous renoue avec un potentiel d'émerveillement. On redécouvre la vie au travers des yeux d'un enfant qui a tout à découvrir, tout est nouveau. Ça nous, je dirais pas force, mais pratiquement, ça nous incite fortement à renouer avec le jeu, dans le ludique. Et les enfants sont, selon moi, le plus grand enseignant quant à l'art de vivre dans le moment présent. Donc, il y a quelque chose de très admirable duquel on peut s'inspirer. On peut, au travers eux, réapprendre c'est quoi être dans le moment présent, se donner le droit à la spontanéité dans le moment, l'imaginaire, la capacité à vraiment être purement là, en faisant abstraction du jugement, de l'ego, des inquiétudes. C'est ce que je trouve ce que je trouve magnifique. Je pense à ma fille quand elle avait en bas de là, ça commence un petit peu là, je sens le jugement embarque un petit peu là, mais en bas de 4 ans, quand elle avait un rhume, pour elle avait un rhume. Elle gérait ses symptômes, elle modulait ses activités en fonction de son niveau d'énergie. Si elle tousse, elle tousse. Il n'y avait pas de jugement qui s'ajoutait. Donc, le degré de souffrance était à son état brut par rapport à la gestion de ses symptômes. Versus un adulte, si on a à combattre un virus, on a toute cette couche qui s'additionne de jugement par rapport à la situation. Ah là, je suis malade aujourd'hui, mais là, demain, j'ai tel rendez-vous. Là, il va falloir que comment est-ce que je vais me sentir? Je vais être brûlée, je dormirai pas bien. Ah, il va falloir annuler tel événement cette fin de semaine. Peu importe. Donc, il y a tout un jugement qui s'ajoute, la frustration. Comment ça, je suis encore malade? On a été malade il y a 2 semaines. On n'arrive pas à avoir un temps de répit au travers de tout ça. Donc, encore, on ne gère pas la souffrance à l'état brut, on ajoute des dimensions de souffrance additionnelles qui font que
on souffre beaucoup plus finalement par rapport à la situation. C'est vrai par rapport à tous les événements. Donc, de revenir à cette capacité-là qu'ont les enfants de gérer la situation comme elle se présente, en freinant ou en donnant moins d'importance au dialogue mental, au vacarme mental qui en découle. Je trouve que c'est très inspirant. Bah ouais, et du coup, je fais un check à mon petit garçon que je t'évoquais tout à l'heure, que j'étais, qui voyait les adultes avec leurs costumes, et c'est quand les costumes deviennent plus importants que ce qu'on ressent, en fait, finalement. C'est il faut qu'on soit fiable, on l'a vendu à tout le monde, alors si jamais on n'est plus fiable, qui on est, comment ça va se passer et tout. Et ouais, c'est vrai qu'un enfant, il se pose pas encore ces questions-là. Bon, je te remercie infiniment pour tes réponses. On a déjà évoqué le fait de se revoir, mais je pense que je suis plus que d'accord pour que ça se fasse. Je vais te proposer... Cool. Je vais te proposer quelques petites phrases. Je vais te proposer quelques petites phrases à compléter. Donc, je les commence comme si je parlais à ta place et toi, tu les complètes avec ce qui est là pour toi. C'est bon? C'est bon. Je risque... d'analyser mes réponses plus tard et me dire j'aurais dû répondre telle chose là, mais je vais y aller avec la spontanéité, je vais tolérer dans le présent l'incertitude, voilà. Selon moi, le monde serait plus beau si les gens vivaient de manière plus connectée à leur monde intérieur, connectés aux autres, connectés à l'environnement, donc dans cette présence attentive. Donc plus de présence. Être humain, pour moi, c'est le défi d'une vie, un terrain d'apprentissage fertile. C'est un cadeau aussi, je dirais. Aujourd'hui, prendre soin de moi, ça veut dire principalement me donner le droit d'être. C'est une intention à renouveler à tout moment. Donc, se donner le droit d'être comme on est dans les circonstances du moment, avec nos limites, nos besoins, nos forces, nos envies. Ouais, je dirais effectivement que ce serait prendre soin de moi, c'est ça. C'est pas facile au sens où il faut que ce soit une intention qu'on renouvelle. Sinon on tombe dans la liste de priorités et on s'oublie et là, on n'est pas utile pour personne. Donc, c'est une intention quotidienne. Ce que je garde du moment que nous venons de vivre, c'est principalement une vitalité que j'ai l'impression va persister encore pour des heures, peut-être même des jours, et un enthousiasme pour notre prochain entretien. Mais je tiens à te remercier pour ton ouverture, ton authenticité à toi aussi. Je trouve que ça a été un échange très nourrissant, très vrai. Une belle connexion malgré l'interférence du virtuel. Je me suis sentie très connectée et je sens qu'on a été, en tout cas pour ma part, dans un état de flow parce que je n'ai pas vu le temps passer. C'est partagé. Je te remercie vraiment de ta présence. J'ai une dernière question pour toi qui est un petit peu délicate mais que j'aime poser à la fin. Est-ce que tu t'aimes? Et si oui, est-ce que tu veux bien nous parler de comment tu t'aimes? Oh, c'est beau comme question. Je dirais qu'avec l'âge, le travail sur moi, oui, je dirais que j'ai développé, je dirais amour de soi, mais plus compassion envers soi, une acceptation envers moi-même telle que je suis versus, je pense à mon passé où je vivais beaucoup plus avec un certain schéma d'imperfection, de l'impression de ne jamais être à la hauteur ou suffisante ou adéquate, et toujours avec la pression d'en faire plus pour être plus, performer plus, faire mes preuves en quelque sorte pour mériter un certain degré de regard positif ou peu importe. Alors qu'avec le temps, j'apprends à me distancer de cette pression-là pour davantage faire une place
l'accueil de qui je suis dans le moment sans me mettre cette pression-là d'être autre chose et d'accepter que ce sera pas parfait. Et c'est bien parfait comme ça. Je fais de mon mieux dans les circonstances et j'ai le droit de... J'aime dire, je fais de mon mieux et des fois, mon mieux n'est pas fameux. C'est correct aussi. Merci beaucoup pour cette réponse. Merci pour ta présence. Comme on l'a dit, on se reverra bientôt. Donc, je te dis à bientôt. Merci beaucoup Isabelle pour ta confiance, pour cet échange sincère, fluide. On a parlé de flow, c'était riche, c'était humain, c'était spontané, c'était frais. Ça m'a fait du bien. Merci, voilà, tout simplement. Merci à toi Mathieu, ça m'a fait grandement du bien, à moi aussi. Trop chouette. Les liens pour accéder à ton travail sont disponibles sous cette vidéo. On y retrouvera également les ouvrages que tu as cités et peut-être la musique que je fais de temps en temps quand je fais des méditations actives. En tout cas, il y aura plein de choses dans la description que tu pourras consulter. J'aimerais également remercier Gaëtan pour son aide précieuse, son soutien indéfectible et son esprit de synthèse. Et enfin, merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à réagir dans les commentaires, à t'abonner bien entendu et n'oublie pas, la curiosité est un joli défaut. Salut! Thank you.